ici, un pôle de renaissance communiste, donc moi je suis Georges Pastou, je viens du Pas-de-Calais, secrétaire du PRCF. Je suis ravi d'être parmi vous, comme l'an dernier déjà à Aix-en-Provence, qui plus est au pays donc, de Georges Lebrun, de Jean-Paul Croquant, enfin de toute cette noble histoire, disons, du peuple de France, qui s'est beaucoup battu pour sa liberté et pour la République. Je veux d'abord saluer les propos de tout à l'heure de Jacques Coneuf, qui a bien expliqué un petit peu comment on était arrivé à cette situation très grave pour notre pays. Et puis surtout, je voulais dire que, en gros, ma présence ici s'explique parce que, effectivement, donc, pour nous, la force d'un parti communiste qui construit une base à l'avenir, puisque nous appelons Pôle de renaissance communiste, eh bien, il est tout à fait lié à ce combat pour la souveraineté nationale et populaire. Tant que le Parti communiste français, avec des hauts et des bas, avec des erreurs aussi, bien entendu, personne de Lénine, a été capable d'unir le marxisme d'une part, la classe ouvrière, par rapport au monde du travail, si on va parler d'une façon un peu différente, le patriotisme et l'internationalisme, il a été une grande force de ce pays. Au sortir de la guerre, près de 30% des voix aux premières élections. Tant qu'il a été capable de tenir avec des hauts et des bas, je dis bien, ce credo de l'alliance, en gros, entre le drapeau rouge et le drapeau tricolore, si vous voulez, qui était déjà au cœur du Front populaire avant la guerre, eh bien, il y a eu pour ce peuple de France et pour cette classe ouvrière un moyen d'intervenir largement dans la politique du pays. La classe ouvrière et la nation ont fait cause commune, en quelque sorte. Quand on a abattu la classe ouvrière à partir des années 70, avec tout un programme de désindustrialisation qui n'est pas un programme simplement passif, qui a été voulu politiquement aussi. Après la grande grève de mai 68, la classe dominante de ce pays a voulu jeter bas la classe ouvrière française. Eh bien, elle a porté un coup mortel à la nation. Et en sens inverse, quand la nation a été jetée bas, de plus en plus comme elle est encore aujourd'hui, eh bien, qui était visé sinon avant tout le monde du travail, qui a été massivement déclassé, et notamment les ouvriers dont il était question à l'instant même. Donc les deux combats sont étroitement solidaires, et il me semble que c'est très important ici qu'on ait en tête la nécessité d'unir à nouveau le patriotisme, si l'on peut dire, et l'internationalisme sur les bases anticapitalistes, sur des bases de classe, si vous voulez, pour parler d'un point de vue marxiste qui est le mien. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, au-delà du CNR, ce qui est en cause, Valmy a été cité tout à l'heure dans le discours, dans l'appel que nous avons lancé, la bataille de Valmy. Au-delà du CNR, je pense que le projet de la classe dominante, et notamment l'oligarchie capitaliste, ce n'est pas simplement de démonter les acquis de 1945 ou ceux du Front populaire, ou ceux de 1905 d'ailleurs, parce qu'il a été question de la laïcité, il faut remonter à Jaurès, il faut remonter à tous ces combats, là aussi c'est tout à fait ciblé, mais c'est aussi tout bonnement la Révolution française qui est en cause. Ils veulent casser tout simplement cette révolution. Il y a déjà eu cette contre-révolution mondiale qui a consisté à abattre la révolution d'octobre, en profitant donc des carences, des contradictions, etc., de l'Union soviétique et de cette première construction d'un socialisme qui balbutiait peut-être à l'échelle mondiale, mais qui a donné un point d'appui contre le capitalisme à l'échelle mondiale. Et ça ne leur a pas suffi. La contre-révolution mondiale aujourd'hui est telle qu'il faut abattre après la révolution d'octobre la révolution française, les deux étant finalement liés historiquement. Lénine n'a cessé de se référer à la révolution française d'une certaine façon. La bourgeoisie française, enfin l'oligarchie, plutôt pour être plus clair, l'oligarchie est tellement réactionnaire aujourd'hui, contrairement à la bourgeoisie de 1789, qu'elle ne supporte même plus la révolution bourgeoise de 1789. On parle de souveraineté nationale, de souveraineté populaire, de laïcité, toutes ces notions, c'est la Révolution française. Et c'est les Lumières, ce sont les Lumières qui sont visées. Au-delà de cela, c'est pas pour rien que vous vous référez à l'éducation populaire. Je pense que bon, c'est dans l'esprit des Lumières, puis hâtons-nous de rendre la philosophie populaire qui était donc au cœur de l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert. En fait. Donc, regardons aujourd'hui où les choses en sont. On invite au démontage, je dirais même au désossage de la France en tant que nation. Et je ne l'ai pas en communiste. En tant que communiste, je n'ai pas à m'excuser d'être patriote. Je m'adresse plutôt, au contraire, à ceux de mes camarades qui, membres au nom du PRCF, peu importe, se cabrent devant ce mot de patriotisme. Je m'adresse à eux en leur disant, mais enfin, regardez les choses en face. Si on n'est même pas capable de défendre son propre pays, comment sera-t-on capable de défendre l'humanité? N'oubliez pas que Jaurès, auquel nous nous référons tout de même, je pense tous ici, eh bien, disait qu'un peu d'internationalisme
nous éloigne de la patrie que beaucoup d'internationalisme y ramène. Donc, soyons déjà au moins capables de défendre notre propre pays. Ça sera la meilleure façon aussi d'être capable de défendre l'humanité d'une façon plus générale. Un dernier mot pour finir, si vous voulez. J'ai comme vous tous ici, je pense, le sentiment d'urgence. Cette université d'été, d'automne, mais d'été, comme dit l'esprit du MPEP, effectivement, elle est porteuse d'espoir et d'urgence aussi, je pense. C'est pas simplement dans les discussions, des débats, mais comment construire et comment construire dans l'urgence une alternative réelle pour notre pays. Nous sommes pris dans une tenaille. Il y a un dispositif de la classe dominante, dont a parlé tout à l'heure d'ailleurs Jacques, avec d'un côté ce que nous appelons le parti maastrichtien unique, au PRCF, le PMU, c'est-à-dire à la fois l'UMP et le Parti socialiste qui stratégiquement sont unis sur leurs objectifs. Et puis de l'autre côté, ce que nous appelons l'UMP et donc le Front National qui, sur certains points, par un certain nombre d'aspects, convergent sur des politiques, sur des orientations, sur une idéologie extraordinairement réactionnaire. La problématique en France aujourd'hui est faite sans arrêt autour de débats sur les Roms, sur l'islam, sur toutes sortes de choses de ce genre, enfin bref, en nous vendant des valeurs véritablement très réactionnaires qu'on aurait pu croire sorties du paysage français et qui avaient été battues et archi-battues en 1945 au moment de la libération. Et effectivement, ce qui menace dans notre pays, me semble-t-il aujourd'hui, c'est une véritable déferlante réactionnaire. La gauche actuelle, la gauche établie, mène une politique tellement antipopulaire, tellement antinationale, qu'elle ouvre un boulevard énorme à la réaction, à la pire réaction. Et pas simplement à Marine Le Pen, car quelquefois quand vous entendez parler Copé ou Fillon, vous vous demandez lequel est le plus à droite de ces gens-là et du Front National. C'est une véritable surenchère permanente. Et face à ce genre de choses, eh bien notre pays est pris dans une tenaille, un étau. Il est contraint de choisir, enfin tout au moins c'est ce qu'on voudrait faire, entre d'une part le démantèlement de la France, avec les euro-régions. Le camarade juste auparavant a parlé de l'Alsace. Regardez ce qui se passe en Bretagne maintenant, où on essaie de diriger le mouvement de protestation légitime des Bretons vers l'autonomisme, par exemple. Et regardez toutes ces choses-là. Donc, choisir entre le démantèlement pur et simple de la France et de l'autre côté, eh bien, un projet nationaliste qui aboutirait à détruire la France par une autre voie, celle du déshonneur, celle de l'adhésion de la France au fascisme, justement ce que le Front populaire avait évité à notre pays en 1934, notre anniversaire, 2014, qu'il ne faudra pas oublier de célébrer. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que nous aurons à travailler, je pense, tous ensemble, non seulement sur les aspects théoriques et idéologiques, c'est très important, mais sur les aspects pratiques. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup de cette bataille que nous mènerons ensemble cette année sur l'abstention européenne, parce que c'est l'occasion de mener une bataille de masse pour arracher précisément notre peuple à cette tenaille, à cet étau idéologique entre le PMU et l'UMP, et pour lui ouvrir véritablement des perspectives franchement progressistes. Merci. Avec un peu d'émotion que je me retrouve ici à Limoges, parce que je ne vais pas vous épargner un petit peu de récit, même s'il est partiel, s'il n'est pas obligatoirement très précis et voilà, il y a certainement des imperfections. C'est une région que mon père a connue puisqu'il était dans la RC, donc dans cette partie de la résistance qui était évidemment très occupée par la Daesh et tout ce qu'elle a souffert à ce moment-là. Donc c'est très important. Je voudrais justement revenir sur ce qui a été dit pour justement parce que ça va éclairer peut-être un petit peu nos réflexions à venir et notre façon de procéder et d'avancer, puisque moi je suis avec toujours une double casquette en étant communiste. Après les appartenances dans les mouvements, c'est un petit peu plus compliqué. Et je suis également mon père, parce qu'effectivement, je pense qu'actuellement, rien ne va assez loin tant qu'on a une position aussi européaniste, que c'est une position avec des structures supranationales qui ne correspondent pas du tout à la possibilité d'avancer. Donc si je reviens sur la période passée, et en présence de Michel Guémouin, c'est quand même beaucoup d'émotions qui me traversent. Si je reviens sur cette période-là, c'est pour dire quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été précisées.
Et on n'est pas remonté assez loin dans la précision que tu as faite dans l'exposé rapide, mais c'est normal parce que l'exposé était rapide et qu'on ne peut pas tout dire et que tu ne l'as pas dit, qu'on ne peut pas tout dire, on n'est pas interdit de tout dire. Et c'est qu'on ne peut pas en si peu de temps. Mais la chose qui est la plus importante, c'est de repartir quand même un peu plus loin. Je pense qu'on n'a pas allé à la crise de 29, les conséquences qu'on a eues en France avec le déclin économique et social que ça a eu comme conséquence. On va revenir à 36 de cette façon-là. Mais quand même, à partir de là, il y a une chose qui s'est faite et là, il y a un engagement fort. C'était la présence dans les brigades internationales. Donc c'était quelque chose de très important parce que tu n'as pas tout parlé et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a la non-intervention. Il y a le choix de la défaite, déjà qui est inscrite là. Déjà la social-démocratie, l'ensemble Blum, etc., alors qu'il y avait eu des forces extraordinaires qui avaient permis une accession au pouvoir, effectivement, pour des programmes plus importants pour les travailleurs, pour les salariés, eh bien, à ce moment-là, ils ont décidé dans l'intervention de laisser s'installer en Espagne le fascisme. Et donc ça, c'est une dimension qu'il faut vraiment reprendre et montrer, effectivement, qu'il y a eu d'autres forces qui se sont levées différemment. Comme quoi, même dans cette... et encore, vous savez, on dit des fois, Blum, il a été influencé par l'Angleterre sur ces positions-là. Il avait un examen, après ils ont donné un petit peu de moyens, un petit peu contre l'Allemagne, contre le fascisme en Espagne. Mais c'est pour ça qu'il y avait effectivement des gens qui n'étaient pas tout à fait pour la collaboration. Mais quelque part, déjà, ils avaient prêté le flanc. La social-démocratie avait prêté le flanc dès le départ. Donc moi, aujourd'hui, je mets la même chose, le même parallèle avec ce qui se passe avec le parti prétendument socialiste. C'est pour ça que quand on le définit comme une troisième droite, aujourd'hui, ça se sent s'éclairer et se comprendre plus facilement, puisqu'elle rentre vraiment, elle n'a plus le mot socialiste dans sa structure. Donc, effectivement, c'est déjà clair, c'est devenu de plus en plus clair. Mais ça, c'est inscrit dès le départ, dès sa naissance, ce qui ne veut pas dire par ailleurs, et c'est pour ça que c'est plus complexe, qu'il y a des gens qui, même en son sein, sont quand même, ont un certain nombre de volontés véritables pour non pas servir le capital, pour servir d'autres causes. Donc il faut aussi savoir prendre les choses avec beaucoup plus de nuances, pas de façon aussi monolithique que ce qu'on le fait souvent de fois. Donc je voulais revenir à cette période-là, parce que c'est important, et c'est aussi le fait que dans les résistants, il y a eu ce qu'on appelait la moelle, et on va qui sera là, la MNUI, les 9 prières immigrées, ce qui veut dire aussi que quand on défend un ensemble, une nation, il est contenu aussi de l'internationalisme dans cette nation, parce qu'elle est composée de plusieurs personnes qui sont issues d'un parcours très particulier, très différent, et qui fait que cette nation est déjà un ensemble, un brassage de population, et que cette espèce de... des fois, il y a un mot multiculturalisme, je sais qu'il n'est pas souvent très employé dans nos rangs, mais quand Evo Morales, par exemple, l'emploi en Bolivie, ou ses corréligionnaires, ça ne veut pas rien dire du tout. Il ne faut pas croire que ce sont des notions qu'il va falloir totalement oublier. On a une force considérable parce que nous sommes une nation constituée d'un peuple qui est issu de brassages considérables. Et c'est ça aussi qu'on nous constitue en tant que peuple, nation dans un État, parce qu'il faut organiser l'État, et la souveraineté de l'État pour ça. Donc il y a ces éléments-là qu'il faut regarder, et je pense qu'il ne faut pas regarder les choses de façon trop monolithique. Alors je m'appelle Robert Cadigeau, je viens du département de l'Hérault, et je me définis à la fois comme un marxiste, un écologiste et un souverainiste. Je tiens à ce dernier terme, même si épisode c'est beaucoup le rejet. Moi, c'est comme ça que j'appelle ceux qui sont partisans de la souveraineté populaire et donc de la souveraineté nationale. Alors, moi, je souhaite qu'au cours de ces rencontres de Limoges, nous ayons une réflexion approfondie, si possible, sur le couple classe dominante, idéologie dominante. Je m'explique. À mes yeux,
une des grandes découvertes du marxisme, c'est la découverte que dans toute société inégalitaire, l'idéologie de la classe dominante est inévitablement, nécessairement l'idéologie dominante, qui domine, y compris les dominés, y compris les travailleurs, qui sont porteurs sans se rendre compte de l'idéologie de leur patron. Si on veut comprendre comment l'idéologie dominante en France et ailleurs est passée en moins d'un siècle, comment elle est passée du patriotisme ardent, voire du chauvinisme, je pense par exemple à la période 14-18. Comment on est passé de ce patriotisme et chauvinisme aujourd'hui à un rejet complet, absolu de la nation, de son indépendance et de sa souveraineté. Si on veut comprendre ce glissement, il faut se demander comment ont évolué les dominants. J'entends souvent, dans mes lectures et dans mes discussions, j'entends souvent, et j'ai encore entendu ce matin dans la bouche de Michel, l'expression « les classes dominantes ». Il y en a donc plusieurs. Combien? Qui? Moi, je ne connais qu'une seule classe dominante. Une seule. Encore faut-il la définir. Et c'est tout l'objet de mon intervention. La classe dominante, à mes yeux, ce n'est pas le patronat dans son ensemble. Ce n'est pas la bourgeoisie dans son ensemble. Depuis Marx et Engels, la bourgeoisie et le patronat se sont énormément différenciés. Et je ne mets pas du tout de la même catégorie Bill Gates à la tête d'une immense multinationale de dimension mondiale et d'autre part l'artisan maçon qui emploie 5 ou 10 salariés. Pour moi, parmi eux, il y a un dominant, il y a un dominé. Si la classe dominante a rompu en peu de temps, en quelques dizaines d'années, si elle a rompu le cordon ombilical qui la reliait à la nation, c'est parce que les grandes entreprises, à force de grandir, sont devenues multinationales, sont devenues transnationales. C'est ça le grand saut. Et pour parler de la langue de la dialectique marxiste, que Georges Marcus voit en commun, je dirais que l'accumulation quantitative dans l'augmentation de la taille des entreprises a abouti à un saut qualitatif. Elles sont devenues transnationales et ont rompu le cordon ombilical qui les relie à la patrie et à la nation. Et cette classe dominante diffuse une idéologie supranationaliste, ennemie de la nation. Je ne vais pas ici m'étendre sur les raisons qui font que les multinationales ne peuvent pas se satisfaire du cadre national, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, etc. On pourra peut-être y revenir. En tout cas, cette idéologie supranationaliste, parce qu'elle est devenue l'idéologie dominante, bien qu'elle soit au départ celle d'une très étroite couche sociale, cette idéologie supranationaliste est aujourd'hui admise et diffusée même par les partis politiques de gauche et même par les syndicats. En particulier, il est frappant de voir comment ils confondent ce qu'ils croient être l'internationalisme prolétarien. Comment ils le confondent avec le supranationalisme. Je m'explique. Dans internationalisme, ce matin Michel l'a légèrement rapidement suggéré, dans internationalisme, il y a le mot nation. Internationalisme, c'est des relations positives, cordiales, fraternelles, entre nations, ce qui suppose, ce qui exige l'existence de nations. C'est comme ça, par exemple, que en 14-18, Jean Jaurès définissait l'internationalisme. Moi, il ne faut pas confondre ça avec le supranationalisme qui est le refus, la destruction des nations. Et ceux qui aujourd'hui préconisent la fin des nations, ceux-là, consciemment ou inconsciemment, sont les valets des multinationales et diffusent leur idéologie. Moi, j'aimerais qu'on ait là-dessus une vraie réflexion, idéologie dominante, classe dominante, et qu'on arrête d'être dans la confusion. Tant qu'on n'aura pas bien défini l'ennemi de classe, on ne pourra pas bien le combattre. D'une belle deuxième matinée. Voilà, je pense que la matinée de ce matin a très bien commencé et je remercie tous les commentateurs présents à la tribune et les gens qui sont dans la salle, les gens qui sont pour nous avoir éclairé sur ce qu'a été, ce qui est encore aujourd'hui
le Conseil national de la résistance avec sa brûlante actualité. Moi, je voulais ajouter deux petites choses, parce que bon, c'est pas nécessaire, on va consacrer toute cette université d'auteurs à cela. Je pense que l'actualité du Conseil national de la résistance, et il faut la mettre en avant aussi parce qu'il y a urgence. Ça a été dit par d'autres que moi, bien entendu. L'urgence, c'est quoi? C'est quand la patrie est en danger. Je crois qu'aujourd'hui, la notion de patrie, on a laissé un peu trop partir vers le Front National, ainsi que beaucoup d'autres notions fondamentales. Patrie, ça veut dire patriote. Ça rejoint ce que tu disais sur la nation. Je crois que la nation, le Front National, ça a été dit tout à l'heure aussi, c'était quand même les communistes qui l'ont mis en place. Pourquoi aujourd'hui le parti d'extrême droite, qui était quand même vichiste, qui était dans cette mouvance-là, trahi la France, qui a rejoint l'Allemagne nazie, pour la plupart d'entre eux, notamment dans le parti actuel, dans le parti de l'époque, eh bien pourquoi sont-ils arrogés ce symbole? Parce qu'on a laissé passer ces symboles-là ailleurs. Le CNR, heureusement qu'il y a eu l'appel de 2004, il y a eu aussi après le plateau des Glières, avec cette réunion qui a permis de faire un peu émerger cette idée de résistance et qui a empêché aussi ces forces. Qui a empêché aussi ces forces réactionnaires, bien entendu, de prendre en possession de ce beau symbole qui s'appelle, pas plus qu'un symbole, cette idée qui nous appartient à tous, le Conseil national de la résistance. Donc, cette actualisation me semble extrêmement bénéfique et il faut continuer, me semble-t-il, à aller dans ce sens. Je voudrais ajouter, juste pour ne pas trop abuser de la parole, qu'il y a trois choses qui m'interpellent. Bien entendu, c'est la dépossession des mots. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Front National, etc. On fait dire à des mots l'inverse de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on a tellement envie de regarder ce qu'il y a derrière. La laïcité, justement, voilà. Pour avoir deux exemples, c'est la laïcité et l'école. C'est encore quelque chose qui va être transféré vers le Front National. La laïcité, ça a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose de simple. Je le crois bien. Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé cette année, vous êtes tous certainement au courant de la crèche Babil. D'accord? Eh bien, regardez à gauche, pas simplement cette fausse gauche, on a dit être le Parti Socialiste, ils n'en sont pas trop mêlés, mais regardez les batailles qu'il y a eu sur la crèche Babil. Où elle est la laïcité là? On estime que la liberté, c'est de porter un voile dans les lieux destinés au public. Et ce ne sont pas que les forces réactionnaires qui ont dit cela. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Alors, à mon sens, pourquoi on est arrivé là? C'est pas raison. Moi, il me semblait que la laïcité ouverte, la laïcité positive, c'était des questions faciles à démonter, parce que c'était Sarkozy qui l'a mise en place. La discrimination positive est venue des États-Unis, qui s'est transformée en laïcité positive, c'était facile à démonter. Et la laïcité ouverte, qui était une idée du Parti Socialiste, qui était relativement facile à démonter. Mais là, je crois que c'est quand même beaucoup plus dangereux, beaucoup plus virulent, parce que on a mis dedans un peu de Front National. Il y a quand même une association qui s'appelle Riposte Laïque, quand même, où il y a des idées qui ne sont pas toujours sympathiques à développer. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette association-là et quelles sont les idées qu'elle véhicule? Elle prend quasiment toutes les idées positives de la laïcité et après elle met l'exclusion des peuples. Elle met la haine entre les gens. Voilà ce que c'est que la tentative aujourd'hui de déployer les concepts qui sont les nôtres. Les concepts républicains, regardez les républicains, qu'est-ce que ça veut dire? Plus rien. La laïcité, pareil, si on a le malheur de défendre la laïcité, on se trouve relégué à l'extrême droite. La peur, la crèche Babil était une, ça a été horrible, l'affaire horrible, ça a été extrêmement violent. Et qui a gagné dedans? Je vous laisse le soin de trouver la solution. Eh bien, sachez qu'il y a aussi une bataille, le deuxième point que je vais aborder, c'est la bataille de l'école. Jacques le dit très bien, emploi, formation. Je voulais rajouter par rapport à ça juste un élément.
Emploi, formation. Ça veut dire que l'école doit être au service du patronat. Point. Ça veut dire que dans l'école actuellement, on doit mettre en place des modules qui vont donner un emploi toute la vie, tout au long de la vie. Alors c'est très bien quand on voit ça. L'emploi tout au long de la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une idée ultra-libérale. C'est l'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on doit former des individus malléables tout au long de la vie, qui s'adaptent à une formation tout au long de la vie. Ça veut dire que la transmission des savoirs, c'est fini. Ça veut dire que l'école de la République, nous sommes ici dans une école normale d'instituteurs. Les Gus savants de la République, bien entendu, il y a toujours des côtés obscurs. L'école n'a pas toujours été merveilleuse. L'école a été là aussi pour faire en sorte qu'il y ait une unité pour aller colporter, si vous voulez, le colonialisme. Je sais bien tout ça. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça a apporté l'école et la transmission des savoirs? L'émancipation du peuple, la possibilité d'accéder à des fonctions dirigeantes qui aujourd'hui, c'est complètement exclu. Avec ce qu'on... Enfin, je vais schématiser parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le pédagogisme, vous savez, la transmission des savoirs. Un est placé à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je ne sais pas. Et l'autre, c'est plutôt classé à droite. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu dans une émission récente, à la télévision ou à la radio, parce que je ne regarde plus tellement la télévision, j'écoute tout le temps le matin, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Il y avait sur l'école la création de... Voilà, Marine Le Pen va faire son marché à l'école. Je veux dire qu'on met en avant dans les médias de grande écoute le fait que Marine Le Pen va donc s'approprier un certain nombre de concepts de l'école républicaine. Comment ça? Eh bien, on va dire que l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui par les pédagogistes, ça c'est la gauche. Tout ce qui n'est pas ça, c'est forcément Marine Le Pen. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me semble extrêmement dangereux. Aujourd'hui, là, il faut être vigilant. Et donc, ça veut dire quoi? C'est déposséder le peuple de la capacité d'analyse. Déposséder le peuple d'avoir la possibilité de contrer, de contester l'ordre établi par les multinationales et donc par le grand capital. Et je crois qu'on va encore plus loin. Et là, je crois qu'il faut remercier Georges Gassot qui va nous faire un brillant exposé sur la langue française. La langue française, aujourd'hui, qui en parle? Pas grand monde. Oui, bien sûr, il y a Georges Gassot, il y a d'autres associations, etc. Mais si on y réfléchit, aujourd'hui, toutes les chansons sont quasiment en anglais, presque. Michel, je crois que tu disais hier que pour la fête de Menton, le 14 juillet, il y avait un beau feu d'artifice accompagné de la musique, quoi, enfin des musiques qui étaient jouées. Eh bien, est-ce qu'il y avait la Marseillaise? Non. Pourquoi? Parce que la Marseillaise, chantée en anglais, c'est pas encore tout à fait d'actualité. Toutes les chansons étaient en anglais. Vous imaginez le symbole? Ça veut dire quoi? Fin de la République, fin de la Révolution française, etc. C'est tout ça qui est derrière. Donc il y a une substitution de la langue, la nôtre, qui est notre premier service public dans le monde. C'est celle qui permet le lien entre nous et la capacité de conceptualiser et de contrer l'ordre néolibéral. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Eh bien, je crois que sur ce point-là, il faut aussi être vigilant et il faut aussi se battre. Moi, l'expression, je ne veux pas trop se battre, parce que ça m'a l'impression d'aller donner des coups de poing, donc parfois c'est utile. Il faut se battre sur ce terrain aussi. Laïcité, école, langue, c'est un combat, je dirais, pour notre identité. Alors, le mot identité aussi, il a été dévoilé. Vous voyez comment c'est? L'identité nationale par Sarkozy, maintenant on ne peut plus parler d'identité. Sinon, on est tout de suite relégué dans la droite extrême et dans la droite de Sarkozy. Vous voyez les dangers qu'il y a dans les mots. Vous voyez la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour toute personne d'aller un petit peu contre le penchant naturel qui consiste à être un européisme béat. Un européisme béat. On se conforme au moule. C'est ce qui a été dit à la tribune quand on dit que tous les partis font partie du système. Je pense que c'est vrai, hélas.
peut-être pas tous les partis, puisque le PRCF et le MPEP ne sont pas tout à fait conformes à ça. Mais vous voyez, ça c'est quand même le danger que nous avons à affronter, c'est de savoir identifier l'ennemi. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il y a derrière? À mon sens, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout des mots. On croit être en démocratie? Personnellement, je ne le crois pas. Comment on définit une dictature? Le mot dictature, je crois, je ne sais pas exactement, mais c'est quand on enlève le pouvoir de décision au peuple, donc aux représentants. Est-ce que nous ne sommes pas actuellement avec les médias et qu'on vote blanc, qu'on vote noir, qu'on vote n'importe comment, c'est plus nous qui décidons de quoi que ce soit. Donc est-ce qu'on ne peut pas appeler ça une forme de dictature? La dictature de l'Union européenne. Pourquoi ne mérite-t-on pas ce genre de choses? Moi, je suis favorable au thème. Et ça vient d'où ceci? Je crois qu'il y a au programme les accords transatlantiques. Georges a parlé des eurorégions, ça a été dit aussi. Les eurorégions, les accords transatlantiques, c'est le même combat pour eux. Détruire ce qu'est la spécificité française. Pourquoi? Parce que c'est la République. Elle, les idées d'internationalisme, elles sont contre les idées anglo-saxonnes de pacte de pouvoir. Je crois que tout est lié à ce moment-là. Vous voyez? Donc je pense que identifier les gens qui sont contre, c'est-à-dire cette dictature qui ne veut pas dire son nom, ça me semble aussi utile au combat que nous avons à mener. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, pour terminer? Eh bien, je pense que l'Empire Atlantique, c'est quand même un exemple, et nous allons devoir affronter les accords transatlantiques, et il va falloir se bouger pour éviter que cela puisse être réalité. Comment? Je pense en discuter. Il y a eu l'AMI en 1997-1998 ces accords-là ont capoté. Il faut faire en sorte que ces accords transatlantiques capotent de la même façon. Comment? Eh bien, l'effet Dracula, vous savez, ce qu'on a appelé l'effet Dracula à l'époque, c'était quoi? À partir du moment où on en parle, quand il apparaît à la lumière, il est tellement ébloui qu'il est obligé d'aller se cacher dans les décombres. Eh bien, c'est ça qu'il faut essayer de faire avec l'ultralibéralisme, et ça doit être notre moteur. Merci beaucoup.